Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois d'octobre. Dans cette vidéo, je vous donnerai mon avis tout d'abord sur 1000 lions par Jeanne Boukné-Carl aux éditions Scrinéo. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture de La Sirène et la Licorne par Erin Mosta aux éditions Rajo. Après ça, je vous parlerai de ma lecture de J'agonise fort bien, merci par Oren Miller aux éditions de L'Homme sans nom. Et je retournerai chez Scrinéo pour Le Drakkar éternel par Estelle Faye. Et côté graphique, je vous donnerai mon avis sur le tome 6 de l'Atelier des Sorciers. Du coup, je vais démarrer avec 1000 lions par Jeanne Boukné-Carl aux éditions Scrinéo. Il s'agit ici d'un roman de fantasy qui est destiné à un public, on va dire, entre du grand adolescent et de l'adulte. On est quand même sur de la fantasy un peu complexe, donc voilà, qui n'est pas forcément adapté en première lecture de fantasy si vous voulez. C'est un roman que j'ai pour ma part vraiment beaucoup apprécié, donc il fait 450 pages. Oui, c'était vraiment un titre que j'ai beaucoup apprécié, que je pensais dévorer. Je l'ai commencé, j'ai lu la moitié du livre. Et ensuite j'ai mis un petit peu de temps à lire la suite, à trouver le temps de vraiment me replonger dans cet univers, mais même quand je le lisais pas, j'y pensais tout le temps. Donc vraiment ça a été une très très bonne lecture, il n'est pas passé loin du coup de cœur. Dans cet univers, on va suivre en fait différents personnages et l'univers est en train de toucher à sa fin. On a une carte au tout début du récit qui nous présente l'univers et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs le fait que dans le récit finalement on exploite tous les pans de cette carte. Donc voilà, du coup on a une carte qui nous présente en fait différents peuples, deux grands peuples principaux, une cité d'été et également une cité d'argile et une cité engloutie, plus au milieu de tout ça un fleuve sur lequel vivent les gitans. Du coup, les deux royaumes ont connu une guerre et ils ont fini par conclure un pacte de non-agression, si on veut, un pacte de paix entre eux deux et la cité d'été. Et en fait, suite à ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a plus que les femmes de la cité d'été qui sont en capacité d'enfanter. Donc en fait, toutes les personnes qui sont nées récemment sont nées de ces femmes des cités d'été et en fait soit ce sont des garçons et du coup ils sont réinjectés si vous voulez dans l'univers, en fait ils sont donnés aux, aux gitans des fleuves et les gitans des fleuves ensuite les revendent aux différents peuples, aux différentes cités, etc. Et puis, si ce sont des filles, il y a deux options. Soit elles sont gardées pour la cité d'été, ou bien soit elles sont stérilisées. Et ensuite, pareil, elles sont vendues aux différents peuples. Mais du coup, voilà, en fait, toute la fertilité, tout l'avenir du coup des différents peuples est vraiment régi par la cité d'été. Dans ce contexte-là, nous, on va suivre quatre personnages, on va dire. On suit tout d'abord une jeune femme qui s'appelle Inouk. Inouk, c'est une gitane donc, qui a grandi sur les fleuves. Il va s'avérer qu'en fait Inouk va tomber enceinte alors que du coup ce n'est pas une femme de la cité d'été, donc elle n'est pas censée pouvoir tomber enceinte. On va également suivre Ava. Ava, elle est née dans la cité d'été, donc elle sait qu'un jour elle va passer par cette phase dans laquelle en fait voilà, elle va devoir donner la vie. Et justement cette première cérémonie lors de laquelle elle va rencontrer un homme pour ensuite avoir une descendance va avoir lieu. On suit également l'histoire de Dageir, c'est bien ça, Dageir, c'est ça. Dageir, c'est un soldat qui vient du coup de l'un des deux peuples et il vient d'un peuple dans lequel il y a beaucoup d'animaux qui sont utilisés. Il y a des soldats, il y a également beaucoup d'animaux et leur emblème c'est un lion ailé. Sauf que le dernier lion ailé vient de s'éteindre et que la prophétie dit que lorsque le dernier lion ailé s'éteindra, ce sera la fin de ce peuple et ce sera la fin de la paix entre les royaumes. Et du coup, Dageir est envoyé à travers les royaumes pour essayer de trouver une solution à ça pour que tout ça ne s'éteigne pas et que son peuple finalement continue à survivre, même si on va assez vite se rendre compte que dans son peuple, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions. On va également suivre le roi du peuple en face de celui de Dageir, donc celui avec lequel il a fait la guerre, qui est le roi de l'Est. Et puis on suit également quelques autres personnages de manière, on va dire, un peu moins soutenue dans le récit, qui font partie de ces différents royaumes. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé ce récit, je l'ai trouvé très complet. J'ai beaucoup aimé toute la place justement des femmes et de la fécondité finalement. On voit vraiment voilà, que c'est vraiment l'avenir des peuples qu'elles tiennent. De cette manière et c'était vraiment hyper intéressant, l'univers est très riche,
Les personnages sont très bien développés, sont très attachants. Le trio principal, donc Dageir, Ava, Inuk, est super attachant. Les autres personnages qui gravitent autour sont très intéressants aussi. Il y a des personnages secondaires dont on apprend beaucoup de choses et qui se révèlent vraiment très intéressants. C'est un univers dans lequel il y a beaucoup de croyances différentes, beaucoup de peuples différents et on voit vraiment comment tout ça s'affronte. Il y a beaucoup de jeux de pouvoir, comme je disais, on est un peu à la fin d'une ère. C'était vraiment super chouette, je vous recommande très grandement ce livre et pour ma part vraiment ça a été une très très belle lecture. Du coup voilà, je lui ai mis la note de 18/20, il est pas passé loin du petit coup de cœur et il y a moyen que par la suite ça en devienne un. Parfois les livres voilà, on les lit, sur le coup on sait pas trop et puis après on continue d'y repenser et finalement on se dit que ça a été un coup de cœur. Voilà, c'est pas à l'abri que ce soit ça pour ce roman, mais en tout cas vraiment une très très belle lecture que je vous recommande si vous ne l'avez toujours pas compris. Ensuite, je me suis lancée dans La Sirène et la Licorne par Erin Mosta. Ça m'allait bien de passer à quelque chose d'un peu plus léger et peut-être plus facile à suivre. Je dois dire que c'est un récit qui m'a bien plu, qui m'a bien convaincue. J'avais hésité à l'acheter pas mal de fois et puis finalement je l'ai trouvé à ma médiathèque, donc j'en ai profité. Dans ce récit, alors c'est un récit français, ce que je savais pas quand je l'ai commencé, qui se passe du coup du côté de Royan, et dans cette histoire on va suivre l'histoire de Lily qui est surnommée la Licorne. Dans le récit, Lily c'est une jeune fille qui vient de la région parisienne et qui pendant les vacances d'été est envoyée chez sa tante qui rénove une grande ferme du côté de Royan pour se changer les idées et pour changer d'environnement. Lily c'est une fille qui est passionnée d'effets spéciaux, de maquillage et de cinéma, qui rêve de devenir maquilleuse sur les plateaux de cinéma et qui vit dans un univers vraiment très pailleté, coloré, multicolore, etc. C'est pour ça aussi qu'elle est surnommée la Licorne et c'est une jeune fille qui est vraiment pleine de vie, mais on apprend assez vite qu'il s'est passé quelque chose dans son lycée et que voilà, elle a été mise complètement à l'écart et que c'est pour ça qu'elle est envoyée chez sa tante à Royan. Chez sa tante à Royan, elle va faire la connaissance d'une jeune fille assez androgyne qui est surnommée du coup la Sirène, donc Chris. Chris c'est une jeune fille qui cache quelque chose. Pour le coup, elle vient de là-bas, elle est passionnée de navigation, de voile et de l'océan de manière plus générale et on comprend qu'il lui est arrivé quelque chose, qu'il y a eu un accident et qu'elle doit s'en remettre. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce titre, c'est que finalement, même s'il y a beaucoup de thèmes assez difficiles qui sont abordés, que ce soit du côté des deux personnages, mais aussi de la tante, enfin voilà, il y a pas mal de thèmes quand même, de choses assez compliquées, malgré tout, ça reste un récit qui est très positif, qui est plein d'espoir et plein de beaux sentiments. Et j'ai beaucoup aimé ça, c'est un récit dans lequel il n'y a pas trop de drama, etc. C'est vraiment un titre mignon, les personnages sont attachants, voilà, j'ai vraiment passé un chouette moment avec, et du coup je lui ai mis la note de 16/20. Ensuite, je me suis tournée vers J'agonise fort bien, merci par Oren Miller aux éditions de L'Homme sans nom. Ici, on est dans un thriller fantastique qui se passe dans les années 50 en Bretagne. On va suivre l'histoire d'un notaire qui va être appelé justement dans un petit village en Bretagne parce que l'une de ses clientes, mais aussi ancienne amie, est décédée et qu'il y a des choses à regarder, à régler par rapport à son héritage. Et finalement, on va se rendre compte de plein de choses dans ce petit village breton, de plein de manigances, de plein d'enjeux qui ont eu lieu, et puis il va y avoir toute une série en fait de morts qui vont survenir. Autant la mort de cette vieille dame est apparue au départ comme étant une mort naturelle, même si on peut se poser quelques questions, autant voilà, par la suite il y a d'autres morts qui ne laissent pas trop de place au doute. Et du coup donc notre notaire va se poser des questions, donc Évariste, et Évariste il va être accompagné par Isabeau. Isabeau c'est un jeune garçon de la région qui est en quelque sorte prêté au notaire par un ami à lui qui lui devait un service, et finalement ensemble ils vont mener l'enquête, une enquête un peu en parallèle de celle de la justice, puisqu'ils pensent qu'il y a des choses cachées, des choses à découvrir. Du coup voilà, on va suivre ce duo d'enquêteurs si on veut chercher tout ça. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé la résolution. J'aime pas dans les thrillers quand le grand méchant surgit de nulle part et que c'est un personnage qu'on n'a jamais vu auparavant, et en l'occurrence c'est pas le cas, c'est un personnage qu'on suit, enfin c'est un personnage qu'on connaît bien, et du coup c'est intéressant, c'est pas quelque chose qui est du tout parachuté de nulle part. Toutes les ficelles à la fin se rejoignent et se rejoignent bien. Il y a un petit aspect fantastique
qui est, on va dire, plutôt léger, même s'il est un peu plus présent sur la fin. Que j'ai bien apprécié, qui est très tourné en fait autour des légendes de Bretagne, ce que j'ai trouvé chouette. Et oui, il y a toute une ambiance intéressante. J'ai bien aimé également les thèmes que ça abordait ensuite, puisqu'on va découvrir qu'il y a une histoire liée autour d'un orphelinat, mais également d'enfants. De manière plus générale, et c'était vraiment intéressant, j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. Ça se lisait plutôt bien, même si le langage est un petit peu soutenu. Ça se passe dans les années 50 et le personnage du coup du notaire est quelqu'un qui a une forte éducation, du coup voilà, il s'exprime bien, mais c'était vraiment très chouette. Du coup c'est une trilogie, le second tome s'appelle Vous pouvez enterrer la mariée et le troisième Et Dieu se leva du pied gauche. Dans les 3 livres, on suit à chaque fois ce duo donc d'Évariste et d'Isabeau, mais ça se passe dans différents endroits, on n'est plus en Bretagne pour les suivants. Et je suis assez curieuse de voir d'autres histoires. C'est une histoire qui se lit vraiment à part entière, enfin, voilà, vous pouvez vraiment complètement le lire comme un one shot, l'histoire est conclue. Mais c'est vrai que ouais, j'ai bien apprécié les personnages, donc pourquoi pas les suivre dans d'autres aventures, dans un autre folklore également. Ça peut être chouette. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 17/20 à ce récit qui était très bien adapté pour la période. Et du coup pour terminer, j'ai lu Le Drakkar éternel par Estelle Faye aux éditions Scrinéo. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une très très grande fan du travail d'Estelle Faye. J'aime énormément ce qu'elle fait, et plus particulièrement ce qu'elle fait en imaginaire, on va dire un peu adulte, même si j'aime bien également ce qu'elle fait en jeunesse. Et du coup donc là c'est le cas ici, c'est un titre jeunesse, Le Drakkar éternel. Dans ce récit, on va suivre l'histoire de Maëlle et d'Astrid qui vivent en Normandie. Oui, on va dire que le thème de la mer, des bateaux, d'univers marin, etc. c'est quelque chose d'assez commun à toutes les lectures de ce point lecture, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc qui m'allait très bien de retrouver. Du coup, dans ce récit, donc, on suit Maëlle et Astrid, ce sont les meilleurs amis, ils vivent en Normandie, ils sont au collège. Ils ont des soucis chacun de leur côté. Maëlle est un jeune garçon qui n'est pas très populaire et Astrid c'est une jeune fille qui a un enfant placé, qui change très régulièrement de famille d'accueil, qui a du mal à s'acclimater. Donc voilà, il y a tout cet aspect déjà contemporain que j'ai trouvé très chouette. Et puis du coup Maëlle et Astrid lors d'une sortie en mer vont se retrouver propulsées dans une sorte d'univers parallèle, si on peut dire ça, et vont se retrouver propulsés sur un bateau, que donc du coup eux ils appellent un drakkar, mais qui n'est pas un drakkar, qui est du coup un navire viking, sur lequel ils vont se retrouver propulsés, et du coup ceci entre les différentes îles, qui sont globalement l'île des nains, l'île des géants, etc. Donc tout ça fait référence à la mythologie nordique, viking plus exactement, et on leur explique qu'il y a une malédiction et qu'ils doivent rompre la malédiction. Ils s'attendaient à avoir des personnages un peu plus imposants que 2 adolescents, que 2 collégiens pour résoudre tout ça, mais voilà. Et du coup donc on a une carte au début, je trouve ça dommage, la carte est jolie mais c'est écrit tout petit dessus, ça aurait été pas mal que ce soit un peu plus grand. Mais voilà, du coup c'est ça, c'est l'archipel des 9 mondes au total, avec du coup l'arbre Yggdrasil au milieu et puis tous les royaumes autour. Et du coup on va les suivre ensuite dans toute cette quête, on va voir la place qu'ils vont prendre Astrid et Maëlle dans tout ça. J'ai trouvé ça intéressant même si la quête est un peu rapide, après c'est un titre qui fait 200 pages et qui est écrit vraiment gros, donc forcément voilà, ça va assez vite et certes un monde, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus exploré, que ça aille un peu plus vite. Je trouvais que parfois ils en sortaient très vite, ils y arrivaient et puis en ressortaient tout de suite. Mais voilà, parfois un peu trop rapide, mais sinon c'était chouette. Et puis bon, je trouve ça un peu trop rapide aussi parce que je suis plus âgée que le public cible et que du coup j'aime bien en avoir un peu plus, mais je pense que c'est un récit qui plaira bien à son public cible. Je trouve ça sympa d'avoir du viking, je trouve qu'en plus de ça, ça aborde quand même des thèmes sur le côté contemporain qui sont vraiment intéressants. Donc voilà, du coup ça a été une chouette lecture et je lui ai mis pour ma part la note de 16/20. Et pour terminer, du coup, L'Atelier des sorciers, le tome 6 par Kamome Shirahama aux éditions Pika. Et à nouveau, on reste sur de l'univers marin, dans ce tome-ci particulièrement, puisque du coup, donc L'Atelier des sorciers, c'est l'histoire de Coco, une jeune fille qui est passionnée par la magie et qui va...
En fait, dans cet univers, on pense que la magie est réservée à certaines personnes qui ont des pouvoirs. Et Coco va découvrir que apparemment c'est pas tout à fait ça, puisqu'elle va par erreur, sans le vouloir, faire un sortilège interdit. Ce qui va avoir de lourdes conséquences, mais qui va également l'entraîner finalement dans un apprentissage de la magie, avec différentes étapes, etc. pour confirmer eh bien, son rôle. Ouais, voilà, tout ça. Donc l'atelier des sorciers, c'est le titre de la série, puisque finalement du coup elle va se retrouver dans un atelier dans lequel elles sont 4 jeunes filles en formation, et ensuite on va les suivre dans toutes leurs différentes épreuves qu'elles doivent faire pour s'accomplir en tant que sorcière, en tant que magicienne. Dans ce tome-ci, suite à ce qui s'est passé dans le tome précédent, les jeunes filles vont être amenées à l'académie, qui est du coup la grande cité qui régit un petit peu tout cet univers de sorcellerie, et cette cité est une cité engloutie sous la mer. Donc voilà, à nouveau ici l'univers marin, c'était absolument génial de découvrir cette cité engloutie, j'ai trouvé ça merveilleux, j'avais super envie d'y être. Les différents éléments qui s'y passent sont intéressants, on en apprend encore un petit peu plus sur certains personnages, notamment sur Agathe et sur le maître Kiefer, je sais jamais comment prononcer son nom. Kiefer, ouais, bref. Mais voilà, en tout cas c'était très chouette, les dessins de cette série sont absolument divins. Je vais essayer de vous trouver des dessins en plus où on voit la cité d'été, la cité d'été, non, la cité engloutie, mais c'était vraiment super beau et super chouette. Alors, voilà par exemple. Donc voilà, à nouveau un tome que j'ai beaucoup apprécié. Le tome 7 est prévu pour le mois de novembre, je crois que c'est à la fin du mois de novembre si je dis pas de bêtises. Mais du coup voilà, je suis à jour dans cette série et j'ai hâte de découvrir le prochain tome, et j'ai mis du coup la note de 18/20 à celui-ci. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir certains de ces titres, s'il y en a certains peut-être que vous avez déjà lus. Et puis pour ma part, du coup je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un prochain update lecture ou une prochaine vidéo. Salut!